Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. Bonjour Bernard. Bonjour Barbara. La semaine précédente, nous avons abordé la préparation d'un navire dans le port de Nantes. Faisant cap sur les côtes ouest de l'Afrique, le navire arrive après une traversée de plusieurs semaines. Les documents maritimes permettent d'identifier une centaine de sites de traite de captifs sur les 10 000 km de côte de la Mauritanie au sud de l'Angola. Alors quels sont les principaux ports d'arrivée des navires, particulièrement français et nantais, sur les côtes africaines ? Alors, quand on parle de commerce triangulaire, on a l'idée que le Sénégal constitue le point le plus important de la traite atlantique. En réalité, les principaux sites de traite fréquentés par les navires français et nantais, en l'occurrence, se situent davantage au sud et le long du golfe de Guinée, en particulier la côte des esclaves, qui porte malheureusement bien son nom, avec un site de traite majeur dans, le XVIIIe siècle, qui est le site de Ouida ou Juda. Ensuite, progressivement, les navires français, puis nantais, vont aller vers des côtes situées plus au sud, ce que l'on appelle la côte d'Angole, et en particulier un comptoir de traite très important qui s'appelle le comptoir de Luango. Qui se situe où actuellement ? Alors, concrètement, aujourd'hui, ça se situe au Gabon. Et puis, comme je l'ai expliqué lors d'une précédente émission, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, les navires de traite français vont passer le cap de Bonne-Espérance pour aller donc pratiquer de plus en plus la traite le long de la côte du Mozambique. Les Nantais vont être relativement peu concernés par cette traite au-delà du cap de Bonne-Espérance. Ce sont plutôt les Rochelais et les Bordelais qui vont, de manière plus importante que les Nantais, se concentrer sur ces côtes. Donc au fur et à mesure, les navires descendent le long des côtes africaines pour établir des comptoirs et acheter des esclaves. Alors avant de continuer, nous allons écouter un extrait de texte. Extrait du témoignage de Littré, un Nantais devenu avocat au Cap Français à Saint-Domingue, publié et annoté par Gabriel Debien. Sitôt qu'un navire était mouillé, on tirait un coup de canon. Le roi ou son premier officier, appelé Mafoulk, envoyait ses esclaves au bord de la mer avec un hamac qui était une toile, soit de coton ou autre, attachée par deux bouts à un gros bambou ou roseau où l'on s'asseyait. Deux nègres mettaient chaque bout des bambous sur leur tête et couraient ainsi la poste. Ils amenaient ainsi le capitaine. Celui-ci, introduit chez le roi, lui demandait par un interprète la permission de traiter. Il avait soin de ne point aller les mains vides et de porter toujours quelques présents au roi, comme une cave d'eau-de-vie de 9 flacons, un manteau galonné, une belle pagne de soie, quelque chose enfin qui eût ébloui ce nègre et flatté son goût. Ce roi lui accordait la permission d'ouvrir la traite. On lui nommait à cet effet un mafoulk ou courtier, interprète, pour parler avec les marchands d'esclaves ou mambouyou, ce qui n'empêchait pas le capitaine de s'adresser à d'autres courtiers pour se procurer des nègres. Il donnait à tous ces courtiers une rétribution ou courtage, plus ou moins forte, et aux mafouks et aux principaux qui lui avaient procuré le plus de nègres, du corail destiné principalement à cela. On louait ensuite un comptoir qui n'était qu'une méchante case en palissade de roseaux. Le jour de l'ouverture de la traite, on faisait ordinairement peu de captifs. C'était ainsi qu'on appelait les esclaves. Ils arrivaient au comptoir avec une fourche au col, ayant un long manche avec lequel on les conduisait, qu'on appelait bois mayumbu. On sciait cette fourche et lui ont substitué un collier de fer. Le soir, on emmenait à bord tous les captifs. Les nègres étaient plus ou moins chers, suivant la concurrence et la défectuosité.
Un bon nègre pièce d'Inde, on appelait ainsi un nègre de 19 à 35 ans, bien fait, sans infirmité, ayant toutes ses dents, parce qu'autrefois il ne fallait que de pareils nègres pour les Indes orientales. Alors comme nous l'avons vu dans ce texte, le capitaine, lorsqu'il arrive, commence les négociations avec les autorités locales, en particulier dans le texte un roi, pour obtenir l'autorisation d'acheter des captifs. Est-ce qu'on peut revenir sur le déroulement de ces négociations, Bernard Michon ? Le texte montre bien comment les négociations se déroulent. C'est-à-dire que le capitaine doit obtenir l'autorisation de la part des autorités africaines, ce qui signifie que les Européens ne sont pas, je dirais, les maîtres du jeu le long des côtes africaines. Et cette vision des choses va un peu à l'encontre de certains stéréotypes que nos auditeurs pourraient avoir en tête. Ça veut dire que le capitaine va apporter des présents pour, je dirais, obtenir les bonnes grâces des autorités locales qui vont ensuite l'amener à discuter avec des courtiers. Est-ce que ce sont ces présents que l'on nomme des marchandises de traite, comme on a pu le voir lors de l'émission précédente ? Alors oui et non, c'est-à-dire que ces présents vont constituer des éléments choisis avec un grand soin dans les marchandises de traite qui vont ensuite servir à négocier l'ensemble des captifs. Ce seront les marchandises de premier choix. Oui, on peut dire ça, effectivement. Donc les négociations sont entamées, le roi ou les autorités locales ouvrent la traite. Alors à qui maintenant les captifs sont-ils achetés ? Alors, ils vont être achetés à des marchands d'esclaves et le texte évoque également le rôle des courtiers qui vont servir de truchement entre le capitaine de navire ou entre le représentant de l'armateur qui est chargé d'acheter les captifs le long des côtes africaines et les marchands d'esclaves. Moto moindo la muka telema peotalai utabokoko na yo yozali sekolala la muka nano yotala ndenge moi ebimi ye tala liboso na yo ebale tondi mbisi balola miso na nsima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yotelemi etondi diama na wolu moto moindo. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis toujours avec Bernard Michon. Nous avions vu lors d'une émission précédente dédiée à la traite interne au continent africain que l'esclavage était une pratique très répandue dans l'Afrique subsaharienne avant l'arrivée des Européens, notamment donc au travers de la traite interne et de la traite orientale. D'où viennent alors les captifs achetés par les Européens qui débarquent comme ça sur les côtes africaines ? Alors, les captifs viennent généralement de l'intérieur du continent africain. Ils ont, pour certains, effectué des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver le long des côtes africaines, où ils sont échangés contre les marchandises de traite. Justement, on parle d'échange. Il n'y a pas de monnaie, ce ne sont que des achats avec du troc, ou est-ce qu'il y a déjà des monnaies qui existent pour acheter des esclaves ? Il existe une traite monétarisée qui concerne les côtes orientales du continent africain, au-delà du cap de Bonne-Espérance. Et là, ce sont généralement des piastres, donc une monnaie qui contient, comme à l'époque, les monnaies longues, c'est-à-dire une quantité de métal précieux. C'est une monnaie qui sert aux échanges. Pour la côte occidentale du continent africain, ce qui concerne davantage donc la traite française et nantaise en particulier, les marchandises sont évaluées différemment selon les côtes. On parle par exemple de bar au Sénégal, qui est de l'unité de mesure, en pagne dans les rivières de l'huile, qui correspond à une partie de la côte des esclaves. On parle d'once au Dahomey.
ou en pièces et paquets à la côte d'Angole. Donc on a des unités de mesure. On évoque également l'utilisation de coris, qui sont des petits coquillages qui viennent de l'océan Indien et qui peuvent servir de monnaie d'échange, mais pour se représenter la valeur d'un captif. Donc le capitaine, lorsqu'il arrive sur les côtes africaines, se transforme en négociant. Tout à fait. Il doit connaître les us et coutumes et les monnaies locales pour pouvoir acheter sa cargaison. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a dans le métier du capitaine, je dirais, une connaissance importante qu'il faut avoir, mais qui se réalise bien souvent sur le tas. C'est-à-dire qu'un capitaine de navire, avant d'accéder à ce grade, a généralement effectué 1, 2, 3 voyages de traite qui ont servi, je dirais, à sa formation. Rares sont les capitaines en charge de la négociation des captifs qui vont réaliser ça, je dirais, du premier coup, comme cela. Il faut acquérir une connaissance très fine des us et coutumes, du territoire, parce que, encore une fois, l'Afrique n'est pas un tout. Voilà, c'est immense. On parlait tout à l'heure de 10 000 kilomètres de côte maritime pour la côte occidentale. Alors revenons, si vous le voulez bien, aux captifs. On l'a vu dans le texte qui a été lu, qu'il y a des critères de sélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces critères? Comment sont choisis les captifs? Dans la traite occidentale, ce sont principalement des hommes dans la force de l'âge qui vont être sélectionnés et déportés vers les colonies européennes. Tout simplement parce que le critère dominant, c'est la force physique. On a besoin de bras pour les colonies et notamment, bien évidemment, pour la culture de la canne à sucre. On considère donc que des hommes sont plus à même de réaliser ces travaux des champs que des femmes, dans un rapport qui se situe autour de 2 tiers. On va évidemment également déporter des enfants, donc le texte parle de négrilles, de négrites, de négrillons, ce sont des termes qui sont employés à l'époque dans les sources. Ils vont être en nombre moins important dans la mesure où ils ne vont pas immédiatement pouvoir être rentables. Alors, que vont-ils faire ces enfants ? Ces enfants vont être élevés sur la colonie, mais très tôt mis au travail. On va malheureusement devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons la traversée des captifs en direction des côtes des Amériques. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous suivent. Vous nous retrouvez la semaine prochaine à la même heure. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le Facebook des Anneaux de la Mémoire. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages produite par l'association Les Anneaux de la Mémoire, présentée par Barbara Chiron, avec l'historien Bernard Michon, lecture des textes par Philippe Boucoin, à la technique José Pasquale.